Entre les comptes Instagram qui sautent sans raison et l'arrestation du fondateur de Telegram, notre liberté d'expression est-elle en danger? Peut-on réellement modérer les contenus illégaux sans abîmer cette liberté? Comment éviter l'arbitraire? C'est les questions que nous allons poser à Fabrice Epelboin, professeur à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous recevoir. Donc justement, je me suis trompée tout à l'heure dans votre nom en vous appelant Pavel Durov, mais en non. fait, on va en parler. Pavel Durov, le fondateur de Telegram, est donc sous contrôle judiciaire depuis peu en France pour des soupçons de complicité de crimes organisés. Pour vous, quel message ça renvoie? Est-ce qu'on doit se réjouir de cette arrestation? Non, on ne doit pas se réjouir de cette arrestation. D'abord parce que le communiqué du tribunal judiciaire de Paris qui listait ce qui était reproché à Pavel Durov ressemble à un inventaire à la Prévert dans lequel il y a énormément de choses très, très, très inquiétantes. Il n'y a qu'un seul chef d'inculpation qui n'est pas inquiétant, qui effectivement, il semblerait, qui n'ait pas été très diligent à répondre aux injonctions de la justice. Là-dessus, je pense qu'on peut tout à fait croire à la justice française et il n'y a aucune raison de penser qu'il n'ait pas été récalcitrant. Tous les autres chefs d'inculpation, c'est-à-dire les 11 autres, sont particulièrement inquiétants. D'abord parce qu'on considère comme complice de tout ce qui peut se dérouler sur sa plateforme, et ça c'est une négation de toutes les lois relatives aux plateformes et aux hébergeurs. Et puis ensuite, il y a 3 chefs d'inculpation qui concernent la cryptographie, qui sont très inquiétants parce que ça remet en question énormément d'industries, je pense notamment à l'industrie de la crypto, mais tout un tas d'acteurs du secteur pourraient demain être arrêtés avec exactement les mêmes chefs d'inculpation. Hein. Le patron de Snapchat, Mark Zuckerberg, Elon Musk pourraient tout à fait être arrêtés exactement avec les mêmes raisons. Et pourquoi c'est tombé sur lui alors? Là, c'est plus facile d'arrêter Pavel Durov que d'arrêter Mark Zuckerberg ou Elon Musk. Hein. Vous êtes en train de dire qu'il y a des petits conflits d'intérêts, des petits... Alors, c'est compliqué parce que d'abord l'affaire se déroule, donc à l'heure où on enregistre, on n'a peut-être pas tous les morceaux du puzzle. Typiquement, ce matin, le Canard enchaîné a publié un gros morceau du puzzle qui montrait que, contrairement à ce que beaucoup de monde croyait, à commencer par moi, il y avait séparation, figurez-vous, entre l'exécutif et la justice en France. Ça paraît fou, mais c'était le cas. Et pour arriver à séparer les pouvoirs, la justice avait en fait travaillé dans le secret le plus absolu, de façon à ce qu'effectivement Emmanuel Macron ne soit pas mis au courant. Parce qu'il avait déjà reçu Pavel Durov, il lui avait accordé la nationalité française, et tout le monde disait, en fait, il aurait pu le prévenir, ou il savait qu'il allait se faire arrêter. C'était ça l'histoire. Dans un monde normal... évidemment, les services auraient mis au courant Emmanuel Macron et on aurait pu imaginer qu'Emmanuel Macron mette au courant Pavel Durov. Il a une immunité en tant que président. Donc, il ne risquait rien à le mettre au courant. Mais là, la justice a anticipé ça, a fait son investigation et a lancé son mandat d'arrêt dans le secret le plus absolu, de façon à ce que, justement, Macron n'ait pas la possibilité de prévenir Pavel Durov. Donc, c'est comme ça qu'on obtient la séparation du pouvoir en travaillant dans la confidentialité. C'est une bonne nouvelle. Hein, dans un sens, c'est rassurant au niveau de la justice, mais donc vous dites... Non, en revanche, c'est pas rassurant parce que l'acte d'accusation, enfin c'est pas techniquement un acte d'accusation, mais la liste des choses reprochées à Pavel Durov tient vraiment d'un inventaire à la Prévert où 90% est très inquiétant parce que ça pourrait toucher absolument pas n'importe qui, mais n'importe quelle plateforme. En fait. N'importe quelle plateforme et au-delà de n'importe quelle plateforme, beaucoup de secteurs d'activité tout entiers peuvent être totalement remis en question par cet acte d'accusation. Alors, d'un côté, on a très récemment une actualité de comptes Instagram jugés de droite qui ont été arbitrairement suspendus. Apparemment, il n'y a eu aucune raison donnée par Meta. Certains sont revenus du jour au lendemain, d'autres ont complètement été supprimés. Alors du coup, certains disent, on est sous contrôle des grandes entreprises américaines, ils décident si oui ou non on a le droit de parole, j'entends. Et de l'autre, on a l'arrestation du fondateur de Telegram sous prétexte de nous protéger des contenus illégaux. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on interdit au risque d'avoir une pensée unique ou est-ce qu'on laisse prospérer justement ces contenus dangereux de pédocriminalité, de terrorisme islamiste, sans rien faire? Quel peut être le juste milieu? Soyons clairs, à ce sujet des pédophiles, il se trouve que j'ai fait une investigation il y a très longtemps, en 2008 de mémoire, sur le trafic pédopornographique en ligne. C'était pas du tout les mêmes technologies, il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux à l'époque, donc ça passait par d'autres biais. Par contre, ce que je peux vous affirmer, c'est que si demain on mettait des systèmes d'écoute, ce que prévoit la réglementation du chat control européenne, qui pour l'instant n'est pas passée, mais elle va revenir. Si on mettait des systèmes d'écoute sur tous les réseaux sociaux et toutes les messageries chiffrées, les pédophiles, dans les 24 heures qui suivraient, déménageraient ailleurs et continueraient leur trafic. Donc les seuls à ne pas être menacés par ces réglementations, c'est les pédophiles. Les terroristes suivraient, parce qu'ils ne sont pas si idiots que ça. Et puis tous les trafiquants derrière. Donc au final, les seuls qui... On ferme une porte, mais il y en a une autre qui s'ouvre. Oui, il y a plein de technologies qui leur permettraient de continuer leur trafic. Ce n'est pas eux qui vont être inquiétés, c'est le citoyen ordinaire qui sera inquiété. Là-dessus, il faut être très très clair. Si
je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais vraiment, il faut 5 minutes pour prendre ses clics et ses claques, si on fait du trafic d'images pédophiles sur Telegram, et aller ailleurs, et continuer son trafic. Donc clairement, ce n'est pas du tout comme ça que vous allez vous attaquer au trafic de pédophiles. Pour le faire, il faut faire de l'infiltration, il faut faire de l'investigation. C'est long, ça demande des moyens considérables qu'ils n'ont pas. Ça demande un soutien considérable qu'ils n'ont pas. Quand on dit que Pavel Durov a été récalcitrant, il n'a pas voulu mettre des choses en place pour aider justement toutes les législations à appliquer leurs règles, est-ce qu'on pourrait imaginer, à l'inverse, plutôt que le sanctionner en permanence, peut-être essayer de travailler avec lui pour déceler Non, d'une part parce que ce n'est pas son état d'esprit. Même si on sait depuis, là aussi ça sort du Wall Street Journal, que les services français avaient un canal de communication direct avec Telegram pour obtenir des informations pour leurs investigations, qu'on imagine là beaucoup plus de l'ordre du terrorisme que des pédophiles. Ils ont un peu autre chose à faire que traquer le pédophile, c'est pas leur boulot. Mais pour ce qui est des injonctions de justice, il y a une réalité économique très con. On a affaire à un réseau social, appelons ça un réseau social, et c'est un peu tout et n'importe quoi, Telegram, c'est aussi bien une messagerie chiffrée qu'un réseau social. Ils ont 1 milliard d'utilisateurs à peu près. Ils n'ont pas de modèle économique. Donc, et comme la plateforme est gratuite, de fait, ils ne peuvent pas avoir des modérateurs suffisamment nombreux. Il y a un exemple que j'aime beaucoup sortir dans mes cours, la Chine, qui, elle, a des plateformes qui se soucient du contenu et qui censurent des contenus, pas en temps réel, mais de façon assez efficace. Pour 800 millions d'utilisateurs, le double de ce qu'on a en Europe, ils ont 2 millions de modérateurs. Ça voudrait dire que Facebook, juste pour la zone euro, aurait à peu près 1 million de salariés modérateurs. C'est pas possible. C'est pas compatible. Et quand bien même on les trouverait, comment on les choisirait ? Au-delà de les trouver, ils en ont, donc ils savent les recruter. Mais 1 million, en termes de masse salariale, ça n'est pas compatible avec leur modèle économique. Et c'est Facebook, ça gagne énormément d'argent. Donc Twitter, qui gagne pas grand-chose, voire rien du tout, et Telegram encore moins, ne sont pas économiquement en mesure de faire ça. Par ailleurs, le DSA ne demande pas ça. Ils sont voués à être interdits ? Non, le DSA ne demande absolument pas ça. Le DSA, ce qu'il demande, c'est si on vous signale un contenu... Digital Service Act. Le Digital Service Act, qui est en application depuis quelques mois, demande à ce que si on vous signale un contenu problématique, et encore pas n'importe qui, certaines entités qui ont été désignées par l'autorité, typiquement en France l'ARCOM, si vous signalez quelque chose, là vous êtes en devoir de vous saisir du problème et d'agir. Là typiquement, pour revenir sur Telegram, si un signaleur de confiance avait signalé quelque chose, la seule chose qu'impose le DSA, c'est que dans ce cas de figure, il faut que Telegram se bouge. Et Telegram avait échappé au DSA en déclarant 41 millions d'utilisateurs en Europe, la limite c'est 45. Ce qui vraisemblablement, ils ont un peu triché là-dessus. C'est très vraisemblable qu'ils aient triché. C'est toujours un peu le jeu du chat à la souris, mais... Oui, et puis Telegram, vraiment, c'est un aspect très libertarien. Ils ont décidé de ne pas coopérer, de coopérer de façon vraiment très peu volontaire avec les différentes entités de justice. C'est ce qui en a fait un outil au premier plan de tout un tas de contestations sociales aux 4 coins de la planète. Donc ça, c'est le revers de la médaille. C'est le double tranchant, exactement. Et donc justement, vous disiez pour Meta, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou... Meta, ils ont une approche de la modération qui est l'opposé de celle de Twitter. Twitter, grosso modo, tant qu'on ne leur signale pas avec vraiment un marqueur rouge, un truc, ils ne vont pas se bouger. Et puis ils ont très peu de moyens parce que très peu de revenus. Meta, ils censurent absolument tout. Absolument tout. Vous n'allez pas trouver quoi que ce soit d'extrême droite sur Meta, vous ne trouverez rien sur Gaza sur Meta, tout ce qui peut provoquer un conflit, censuré. Ce qui est une façon d'éviter la haine. Et le problème, c'est que la haine, c'est intrinsèquement lié à la confrontation d'idées. Frustration. Donc si vous n'avez pas de confrontation d'idées, vous n'avez pas de haine, vous n'avez pas de démocratie non plus. On n'a rien sans rien. Mais cette fameuse asymétrie d'information, on a l'impression que nous, on n'a rien le droit de dire, mais que derrière, on nous cache des choses. C'est une totale asymétrie. Ouais. C'est parce que vous êtes vous-même biaisé. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui est sensible à ce qui se passe à Gaza. Il a exactement la même sensation sur Facebook. Il n'y a rien sur Gaza. Faites la comparaison entre Gaza sur Instagram, Gaza sur Twitter, c'est abyssal. Absolument abyssal. Gaza n'est pas censuré sur Twitter. Même des trucs qui sont objectivement atroces, qu'il ne faudrait pas montrer aux enfants, ne sont pas censurés sur Twitter. Alors que sur Facebook, vous n'êtes pas au courant que Gaza existe, ou qu'il y a un problème là-bas. Donc, Facebook a pris cette approche de la modération qui est, quelque part, d'éliminer tout sujet qui est susceptible de donner des frictions.
Et puis, il y a un problème de censure politique particulier sur Facebook, sur Instagram, mais c'est à peu près la même chose. Pour le comprendre, il faut revenir sur les Twitter Files. Les Twitter Files, c'est quelque chose qui a été dénoncé par Elon Musk quand il a pris possession de Twitter, qui a été glissé sous le tapis par tout le monde. Toute la presse a négligé cette affaire. Et puis très récemment, il y a une semaine, Mark Zuckerberg, sous la menace de Donald Trump, Donald Trump lui a dit si je reviens au pouvoir, tu es en tôle. Et il s'est dit qu'effectivement, dans la mesure où il y avait une atteinte au premier amendement, c'était une menace crédible. Et donc, il a fait une déclaration formelle au comité judiciaire du Sénat américain en validant, point par point, tout ce qu'avait révélé Elon Musk 2 ans auparavant, c'est-à-dire censure de tout un tas de gens qui n'étaient pas d'accord avec la politique Covid aux États-Unis. Et on ne parle pas de conspi ou de gens qui racontaient tout et n'importe quoi. Hein. On parle de gens qui n'étaient pas d'accord avec la politique sanitaire de Fauci, qui proposaient des alternatives. Tout ça a été censuré. Censure de tout un tas de républicains, élus, militants, au prétexte que c'était des bots russes. Non. Ah non, ils étaient désignés par notamment le FBI comme étant des ingérences russes. La réalité, c'est que comme on a eu accès aux communications internes de Twitter, au sein de l'état-major de Twitter, ça créait une espèce de panique parce qu'ils voyaient bien que c'était des militants républicains, voire même des élus. Mais en face, ils avaient un FBI qui les menaçait et une presse qui faisait campagne sur campagne sur campagne sur la thématique « Attention, les Russes, les Russes, les Russes ». Or, ils ne voyaient pas de Russes. Ils avaient des systèmes pour analyser tout ça qui étaient très au point. Et puis, avec le recul, on sait maintenant que les Russes étaient très présents sur les réseaux sociaux américains en 2016 pour la campagne de Trump. Mais ensuite, ils sont allés en Afrique pour nous botter le cul. Donc, ils ne pouvaient pas être présents sur tous les fronts. Et qu'en 2018-2019, à cette époque-là, ils n'étaient plus sur les réseaux sociaux américains. Malgré tout, le FBI foutait la pression, la presse foutait la pression. Et donc, ils éliminaient les listes qui leur étaient fournies par le FBI. Et puis... une censure pendant l'élection présidentielle de l'affaire Hunter Biden, alors qu'il, elle aussi, a été labellisée comme une ingérence russe, mais qui, en fait, était tout ce qu'il y a de plus exact. Rappelons que c'est grosso modo Hunter Biden, alors à sa décharge, grosse consommation de crack, mais bien qu'il soit le fils, à l'époque le vice-président et futur président des États-Unis, son PC, son Macintosh étant tombé en panne, il n'avait rien trouvé de plus malin que d'aller à la boutique du coin de la rue pour le confier et le donner à réparer, sachant que rien n'était protégé par un mot de passe. Et puis, comme il avait quand même des moyens très conséquents, il en a eu ras-le-bol d'attendre, donc il s'est dit, ouais, je vais prendre le dernier, finalement je vais en racheter un, et puis il a oublié le laptop. Ce qui fait que vous avez eu un petit réparateur du coin de la rue, comme on les connaît dans les villes américaines, qui s'est retrouvé avec le laptop du vice-président des États-Unis et puis rapidement du président tout court. Donc le contenu du laptop a fait le tour, bien avant que ce scandale soit étouffé sur les réseaux sociaux, a fait le tour des services de renseignement, du Parti républicain, un peu partout. Et puis évidemment, le New York Post a sorti l'affaire, je crois 15 jours avant le scrutin. Et là, ça a été labellisé complot russe et éliminé. Et donc, tout ça a été dénoncé par Elon Musk il y a 2 ans, labellisé là aussi par beaucoup de théories conspi, ou je crois que l'expression aux États-Unis, c'était « nothing burger », c'est-à-dire aucune importance, c'est pas la peine de s'y attarder. Et là, Mark Zuckerberg a expliqué qu'on lui avait fait exactement la même chose chez Facebook. Donc, pour revenir à ce qui se passe en France, ça ressemble énormément. Mais à la seule différence que nos réseaux sociaux ne sont pas français. Non. Et donc, c'est encore différent. On ne peut même pas avoir de pression sur un pays étranger. Il n'y a pas que nos réseaux sociaux qui ne sont pas français. Nos infrastructures, c'est du AWS, même du Azure. Les sites Internet sont la plupart... Beaucoup de sites Internet qu'on utilise au quotidien sont américains. Mais au-delà de ça, en dessous des sites Internet, vraiment ce qui concerne l'infrastructure, c'est américain pour l'essentiel. Et est-ce que, justement... le Digital Service Act est un bon outil pour éviter un peu les dérives ou au moins limiter les dégâts. Le Digital Service Act, il concerne l'encadrement de la modération des réseaux sociaux. Et c'est bien, mais typiquement, les problèmes de perte de souveraineté numérique dans les infrastructures, c'est pas son domaine. Et la loi RGPD, par exemple, est-ce que ça aide ou est-ce que c'est vraiment un pansement ridicule sur une grosse plaie? J'ai envie de vous dire que c'est comme beaucoup de lois, ce serait bien de la mettre en application. Okay. Si elle était mise en application, ça pourrait vraiment... c'est une loi qui, sur le papier, est pas mal du tout. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas mise en application? Vous voulez qu'on regarde le site de Valeurs Actuelles, pour rigoler?
J'ai un peu peur. Ah, j'ai pas regardé avant de venir, mais je suis prêt à parier très cher que vous la respectez pas. Oui, parce que c'est très contraignant en fait. Et donc ça demanderait à... C'est la loi, madame. Ouais. Non, mais oui, j'entends. Mais donc il y a peut-être pas assez de police aussi justement pour remettre tout le monde dans le rang. C'est quoi le problème? C'est au niveau des... La police, vous l'avez sous la forme de citoyens vigilants qui sont des informaticiens et qui, en regardant le code avec 2-3 petits plugins sur leur navigateur, peuvent immédiatement identifier que quand je vais chez... je vais taper sur Valeur, parce que tant qu'à faire. Quand je vais chez Valeur, vous refilez mes données à... peut-être 200, 300 brokers de données qui vont ensuite disperser mes données personnelles aux quatre coins de la planète et les revendre à Dieu sait qui. Tout ça pour les beaux yeux de votre modèle publicitaire. Totalement illégal. Et donc, il y a plein de citoyens vigilants qui font cette police, qui les signalent à la CNIL, qui en fait des jolis dossiers pour caler des armoires. Également, pour tout ce qui est de messagerie cryptée, chiffrée, dont fait partie Telegram. Est-ce que... Pas vraiment. Alors, c'est là que c'est vous drôle. allez m'expliquer. Et justement, est-ce que c'est une solution ou est-ce que de toute façon nos données sont quelque part? Est-ce que ça protège un peu notre intimité? Le chiffrement est une solution indispensable. Et c'est un socle technologique de la démocratie. Vu que sans chiffrement, il n'y a pas de vie privée. Sans vie privée, vous vivez dans Big Brother. C'est aussi bête que ça. Donc, il n'y a pas que moi qui le dis, l'Europe le dit, les instances judiciaires les plus élevées de l'Europe le disent et l'ont affirmé, donc c'est gravé dans le marbre, ça fait jurisprudence, ça ne fait pas vraiment débat au sein des juristes. Sans vie privée, adieu démocratie. Maintenant, pour ce qui est de Telegram, il y a chiffrement et chiffrement. Typiquement, le chiffrement, c'est une option que je dois déclencher et qui fonctionne uniquement dans les communications entre deux individus, pas plus. Et la plupart des gens ignorent quelle est cette option. Parce qu'on leur a pitché que Telegram, c'était vachement bien, et que ça protégeait leur vie privée, et que donc, du coup, ils utilisaient Telegram sans vraiment comprendre, en utilisant typiquement le terme crypté, qui est typique des gens qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Je reconnais. Et qui, du coup, lancent ce mot comme une injonction magique qui va les protéger. La réalité, c'est que sur Telegram, c'est une option. Et c'est une option qui ne marche que dans les communications entre deux personnes. Oui, donc toutes les chaînes, par exemple. Toutes les chaînes ne sont pas chiffrées, les communications de groupe ne sont pas chiffrées, et tout ça est utilisé par des gens. Alors, les gens qui savent ce que c'est que le chiffrement n'utilisent pas Telegram. Quoique, il y a beaucoup de gens dans la crypto-monnaie qui utilisent Telegram et qui, pour le coup, en connaissent souvent un rayon en matière de cryptographie. Mais en dehors de cette population qui est très particulière, la plupart des gens qui utilisent Telegram en imaginant cette sécurisée ne savent absolument pas comment ça fonctionne et n'ont pas la moindre notion de cryptographie. Et ça donne la situation un peu ubuesque dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'on a une Macronie qui a très très lourdement utilisé Telegram pour ses back-office, pour travailler, pour préparer ses petits raids avec Parlène Schiappa, pour plein de choses, pour échanger ses petits secrets, pour faire café du commerce, pour plein de choses. Il y a des milliers et des milliers de groupes Telegram qui sont créés depuis les tout débuts de la Macronie. Et tout ça est disponible sur des serveurs. On ne sait pas très bien où sont les serveurs, il y en a un peu partout dans le monde, mais à la disposition de Telegram. Et potentiellement, on a donné aux Émirats, et peut-être même aux Russes, un accès à tout le back-office de la Macronie. Et est-ce que, pour en revenir à tous ces serveurs qui possèdent nos données et qui ont déjà plein de projets pour nous, est-ce qu'il y a un moyen de récupérer certaines données ou de les faire revenir en France? Non. Elles sont bien conservées quelque part, pourtant. Oui. Et il n'y a aucun moyen qu'on... L'idée que de l'allocation géographique des données est amusante, mais ça procède d'une image mentale de la réalité de la chose informatique qui est très fantaisiste. Et par ailleurs, ça procède d'une embrouille faite par à la fois les GAFAM et aussi les politiques qui sont les alliés des GAFAM, qui consiste à ignorer l'extraterritorialité de la loi américaine et le Cloud Act. En pratique... Est-ce que vous pouvez rappeler ça? Alors, le Cloud Act, c'est une loi américaine qui fait que la justice américaine a le droit de demander à une société américaine d'accéder à des données où qu'elles soient dans le monde. Donc, l'idée que on va vous mettre un cloud Google et on va le localiser à Paris, donc tout va bien aller, c'est fantaisiste. Totalement fantaisiste. C'est un argument marketing. Et donc, soit c'est fait par des marketeurs, et après tout, c'est un peu leur métier de dorer la pilule, soit c'est fait par des politiques et c'est plus inquiétant.
Parce qu'ils ne sont pas censés mentir à ce point, et surtout, ils ne sont pas censés favoriser des intérêts étrangers. Là, c'est franchement inquiétant pour des politiques. Mais c'est le cas, hein. Mais non. Et puis, par ailleurs, des données, par essence, vous avez vaguement entendu parler des backups. Et donc, vous imaginez bien que ces données dans le cloud, elles sont dupliquées, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Et pour des raisons de sécurité, un backup, on ne le fait pas au même endroit. Parce que si votre data center, il crame, à part OVH, il vaut mieux avoir une copie ailleurs. Et si vous avez un juriste dans votre entreprise, et vous imaginez bien que si vous êtes Microsoft ou Amazon, vous en avez, il est quand même pas con de le mettre dans une autre juridiction. Et donc, idéalement, peut-être pas dans 2 pays européens, parce que ces abrutis, ils ont la même juridiction partout, grosso modo. Maintenant, mettez-vous à la place de Telegram. Vous les stockez où, vos données et vos duplicata de données? Moi, personnellement, je choisis Émirats, Russie. Ils ont des serveurs en Russie. Ça se trouve, Pavel Durov a fait un autre choix. Je ne suis pas Pavel Durov. Mais moi, c'est ce que je ferais. c'est par sécurité. Au cas où on vienne m'emmerder un jour. Puis on est sûr qu'on ne peut pas faire pression sur l'un et sur l'autre de la même manière, en plus. On est sûr que le jour où on va m'arrêter à la descente de mon jet, on va ouvrir une boîte de Pandore géopolitique absolument exceptionnelle. Et que très rapidement, le focus ne sera pas sur moi, mais sur bien plus important que moi. Et que du coup, je deviendrai tellement gênant qu'on préférera me laisser partir et m'oublier. On va voir. Je veux dire, les semaines qui viennent vont être très rigolotes. Alors évidemment, moi, ça me passionne parce que c'est mon truc, la géopolitique du cyberespace. J'enseigne ça depuis très longtemps. Mais il se trouve que ce truc qui était un obscur thématique d'enseignement à Sciences Po il y a encore 10 ans, aujourd'hui prend le devant de la scène grâce à Telegram. D'ici, quel jour on est d'ici 3 semaines. 4 septembre. D'ici 3 semaines, même pas, d'ici 2 semaines, 3 semaines, ça prendra une toute autre dimension parce que vous allez voir que Telegram, c'est pas grand-chose, Pegasus, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui arrive, et que effectivement, la clé de lecture géopolitique dans les relations cyber entre les États et dans ce que ces 2 États, et ils ne sont pas que 2, ces États font avec le cyber, permet d'expliquer beaucoup de choses dans le monde et permet d'entrevoir le monde qu'ils sont en train de préparer. Et il est flippant, mais j'ai la réputation d'être un type assez flippant. C'est rien par rapport à ce que vous allez découvrir dans les semaines qui viennent. Et alors, pour finir sur une note peut-être un peu plus rassurante, est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui nous écoutent sur l'utilisation de certaines plateformes, de données Quand on vous dit crypter, fuyez. Quand on vous dit crypter, méfiez-vous. D'accord. Barrez-vous de Telegram. C'est pas une plateforme sérieuse pour préserver votre vie privée. Utilisez plutôt des choses comme Signal, parce que d'une part, c'est chiffré correctement, et surtout, vous avez le code. Quand vous avez le code, vous pouvez vous reposer. Alors, si vous savez lire le code, vous pouvez vous reposer sur vous-même. Si vous ne savez pas lire le code, vous pouvez reposer pour tout un tas de gens qui lisent le code. Et donc, ultimement, entre un code que vous avez sur les méthodes de chiffrement et la façon dont votre plateforme fonctionne, ça veut dire que vous vous reposez sur les mathématiques. Si vous avez fait un peu d'études, quand même, les mathématiques, c'est un truc super solide. Quand vous utilisez Telegram, vous vous reposez sur Pavel Durov. Bof. Franchement. Alors moi, personnellement, c'est pas du tout... Je suis plus Assange ou Snowden comme garçon que Pavel Durov. Je peux comprendre que Pavel Durov est beaucoup plus séduisant, il n'y a aucun doute. Pas mon truc. Mais toujours est-il que ce soit Assange, Snowden ou qui que ce soit d'autre, je préfère de loin me reposer sur les mathématiques. Les mathématiques, c'est fiable. 2 et 2 ont toujours fait 4. Après, ça devient plus compliqué, mais on est toujours sur cette logique cartésienne de code. Donc reposez-vous sur du code. Pour vous reposer sur du code, il faut avoir des logiciels libres, Signal, et reposez-vous sur des choses que vous comprenez. N'utilisez pas des solutions technologiques qui vous promettent de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre président de la République. Reposez-vous sur des choses que vous connaissez. Un VPN, c'est très bien, par exemple, mais pourquoi faire ? C'est pas une solution magique pour... Typiquement, ça ne sert pas à anonymiser qui que ce soit. C'est pas fait pour ça. Par contre, si vous écoutez NordVPN, c'est sûr que ils vont vous promettre des choses. En plus, ils vont vous les faire promettre par des ambassadeurs qui eux-mêmes ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Donc, ça va créer une espèce d'embrouille qui a mené à cette adoption massive de Telegram par la Macronie. Regardez où ça les a amenés. On a affaire à un troupeau de gens qui ont tous fait des études de type Sciences Po ou HEC. Il n'y a
pas des masses de polytechniciens dans le groupe. Et donc, concrètement, les mathématiques, ils ne savent pas ce que c'est. Et ils se sont tous reposés sur de la poudre de perlimpinpin. Vous voyez où ça les met ? Et où ça nous met, parce que très concrètement, si demain, tout le back-office de la Macronie est disponible sur wikileaks.org, on va traverser une très, très grosse bourrasque politique. Donc, certes, on sera tous en train de rigoler parce que... Bien fait. Mais ça aura des conséquences catastrophiques pour le pays, il ne faut pas se leurrer. Tout ça à cause de couillons qui se sont reposés sur du marketing. Donc, ne vous reposez pas sur du marketing, reposez-vous sur des maths. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci.